Beauté Zeno et bienvenue dans votre émission Côté A, votre émission de cœur dédiée à l'éducation et à la parentalité. Si je vous dis mois de décembre, vous pensez tout de suite aux ambiances de famille, aux cadeaux, à l'ambiance festive. Mais le mois de décembre, c'est aussi le mois dont le premier jour est noté comme étant la journée mondiale de lutte contre le sida. Et cette journée existe afin de sensibiliser à l'importance d'apporter du soutien aux personnes vivant avec le VIH-Sida et de rendre hommage à ceux et celles perdus à cause de cette pathologie. Sujet sensible, Doc, pour cette émission Côté A. Et pour ce faire, nous allons recevoir sur le plateau un homme brave en compagnie de nos chroniqueuses. Dora, bonjour. Elvie, bonjour. Et donc l'homme brave, c'est Monsieur Zadji, Fred. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau Côté A. Merci. Je vais te tutoyer, ça sera plus simple pour moi. Je sais que tu es mannequin depuis 2015, que tu es aussi formateur mannequin et que tu es depuis, juste avant Covid, il me semble, depuis 2019, responsable d'une agence de mannequinat nommée Star Model Agency. Star Mode Agency. Star Mode Agency, autant pour moi. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors, j'ai été président de la Fédération des agences de mode de Pointe-Noire en 2021. Et en 2022, je fais mon entrée dans le cercle fermé des promoteurs culturels en organisant un événement de mode justement en décembre, dénommé Oser briller comme une étoile, en sigle Offset. D'accord. Et c'est quoi la particularité de cet événement culturel? Alors, la particularité de cet événement, c'est qu'il est associé à une campagne de sensibilisation. L'événement se passera du 1er décembre au 10, du 1er au 10 décembre. Mais avant la soirée, avant le défilé, il est précédé de 7 jours de campagne de sensibilisation. Donc la particularité, c'est que l'événement de mode est associé à une campagne de sensibilisation, de lutte contre le VIH-Sida. Alors, je sais que le sujet concernant le VIH-Sida emmène vite à parler de sexualité et que c'est un sujet tabou chez nous. Mais je tiens quand même à donner là 2 chiffres clés, qui sont des chiffres récents quand même du point de vue statistique. Selon des chiffres récents, 38,4 millions du point de vue mondial de personnes vivaient avec le VIH-Sida. Et en environ 12 millions de personnes âgées dans la tranche d'âge de 15 à 24 ans, qui sont des personnes en fait jugées comme étant séropositives. Moi, je suis choqué. Je ne pensais pas que le nombre était si élevé, 12 millions. Oui, 12 millions. Après, c'est dans le monde. Hein. Alors justement, Fred, je suis d'accord avec toi pour dire que les chiffres sont assez élevés. Et donc, pour en revenir au milieu de la mode, on parle de chiffres dans la tranche 15-24 ans. Et on sait que le milieu de la mode, c'est un milieu assez jeune. Donc, forcément concerné par ces chiffres élevés. Je voulais savoir, au périmètre de Pointe-Noire, toi qui es dans ce milieu-là depuis un certain temps, est-ce que la sensibilisation existe? Qu'est-ce qui est fait pour sensibiliser justement les mannequins, les personnes de la mode contre le VIH-Sida? En tout cas, malheureusement, rien ne se fait à Pointe-Noire dans le milieu de la mode. Aucune activité pour essayer de sensibiliser ou de lutter contre le VIH-Sida. Et c'est justement ce qui m'a poussé, l'une des choses qui m'a poussé à vouloir faire cet événement-là. Pourquoi oser briller comme une étoile? J'entends par briller l'aptitude à exceller dans un domaine. On sait que l'acteur de la mode, je ne vous apprends rien, est beaucoup stigmatisé, individu à mœurs légères. On voit beaucoup les mannequins dans des milieux bling-bling, en boîte de nuit, dans des bars, mais on ne voit jamais l'acteur de la mode et précisément le mannequin, soit dans des actions sociales, dans les hôpitaux, dans les orphelinats et autres. Donc, mon événement vient pour faire briller l'acteur de la mode dans le social et précisément dans la lutte contre le VIH-Sida. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire en parlant du milieu de la mode, de toute la stigmatisation. On entend par là la condamnation des mannequins. Je sais que ça touche aussi le milieu du cinéma de manière générale. Donc voilà, tout ce qui est très artistique, c'est un milieu où on sait qu'il y a une espèce de forme de légèreté qui malheureusement peut emmener à avoir des pratiques un peu particulières. Je sais que moi j'ai assisté à des défilés de mode où j'ai quand même été choquée de voir des fois, tout le temps d'ailleurs, des mannequins en tout cas vraiment quasiment nus,
devant les stylistes, voilà, entre mannequins, hommes, femmes, voilà. Est-ce que ce comportement-là aussi ne laisse pas accès à avoir des pratiques sexuelles déviantes, justement au niveau de la jeunesse? Ok. Alors, on sait que l'acteur de la mode, précisément le mannequin, l'une des qualités requises pour être mannequin professionnel, c'est ne pas être vraiment pudique, être à l'aise. Hein. Lorsque un styliste vous demande d'enfiler plusieurs vêtements, il faut que vous soyez à l'aise avec ça. Mais dire que ça inciterait les mannequins à prendre une voix assez bizarre, pour moi, je dirais que non. Ça, c'est en fonction de l'éducation. Parce que moi, avant d'être responsable d'agence, j'étais d'abord mannequin. Donc j'ai cette liberté de me changer devant des gens, mais de là à me conduire à certains excès, non, je ne pense pas. Ça, c'est en fonction de l'éducation. Après, on sait que la chair est faible, hein. Donc les hommes qui voient des seins nus à longueur de journée, ça peut donner de mauvaises idées. Mais bon, en s'en tient à ce que tu viens de nous donner comme réponse. Après, moi, j'insiste un petit peu parce qu'en faisant des recherches, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, chez les jeunes, les principaux facteurs de contamination, c'est les relations sexuelles justement non protégées et c'est aussi les contaminations par drogue injectée. Et donc, par rapport à ça, on a dit ici, je parle en milieu autorisé, que la mode, c'est un peu le milieu de tous les excès. Est-ce que ces excès-là ne sont pas des facteurs aggravants? Donc là, tu as dit que techniquement, c'est pas le fait d'être nu, donc on a compris que c'est pas forcément ça qui va créer des rapports sexuels non protégés, qui va aggraver la maladie. Mais est-ce que on reconnaît quand même des forts taux de consommation de drogue dans ces milieux-là? Est-ce que tu peux en parler? Est-ce que dans ta carrière, dans ton historique, tu as entendu parler de ça dans le milieu de la mode, ici au Congo? Alors malheureusement, je vais le dire, oui. En tout cas, le milieu de la mode au Congo précisément, à Pointe-Noire, vraiment c'est un milieu de tous les excès. On entend toutes sortes de choses sur les mannequins qui se livrent à certaines pratiques qui peuvent bien évidemment conduire à ce genre de cas, des séropositifs, mais c'est pas tout le monde. Et ceux qui ont cette mentalité se sont élevés avec moi pour dire que non, on doit changer cette image-là. D'où l'action oser briller comme une étoile. Et moi, je suis curieuse à l'idée de savoir qu'est-ce qui a été l'élément stimulant. Je sais que quand généralement les gens veulent créer quelque chose de nouveau, les gens se lancent dans une innovation, c'est qu'il y a eu un élément clé. Ça peut être quelqu'un que tu as vu, est-ce que tu as vécu avec quelqu'un, il y a quelque chose qui t'a blessé, qui t'a choqué, au point de mettre en place, en fait, je trouve ce magnifique projet qui est de communiquer, justement, de sensibiliser au niveau de la jeunesse et au niveau des mannequins pour redorer un peu l'image du mannequinat. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors oui, il y a eu un effet, un déclencheur, et que le 15 mai 2022, c'est-à-dire de cette année, j'ai perdu un mannequin qui était atteint du VIH-Sida. Il est venu m'annoncer, voilà monsieur, je suis malade. Il était malade, ça fait déjà 2 ans. Et il a attendu une année après pour venir m'annoncer, monsieur, je suis malade. Mais ne le dites à personne, voilà. J'ai posé la question pourquoi. Bon, d'abord ça m'a choqué. Premièrement parce que je connaissais le mannequin qui était vraiment réservé. Je me demandais mais comment c'est arrivé, et il m'a dit, monsieur, ne le dites pas. En fait, n'en parlez pas dans l'agence aux autres mannequins. Et j'ai voulu un peu aller en profondeur. Il m'a expliqué que déjà, il subissait une forme de condamnation, s'il faut dire, dans son quartier. Donc les jeunes, ses amis ne s'approchaient plus de lui. Même à la maison, certaines de ses sœurs, à part sa maman qui essayait de l'aider. Mais vraiment, il était victime de stigmatisation. Bon, il n'était pas aussi lui-même informé sur la maladie, que les soins, les traitements étaient gratuits. Il cherchait de l'argent, il est allé jusqu'au village pour essayer de se faire soigner traditionnellement, ça n'a pas marché. Et quand il est rentré, on a discuté, je voulais le voir. Il disait, monsieur, je vous verrai. Il ne voulait pas me rencontrer, pourquoi? Parce que la maladie était passée à un autre stade. Et un mois après, maintenant, ce que j'avais, était décédé. Wow. Ça m'a fait un choc. Je me suis dit, le premier élément qui a poussé, pour moi, c'était le fait qu'on lui pointe du doigt.
il n'a pas voulu qu'on en parle. Je me disais, mais j'ai été vraiment choqué. J'ai été vraiment choqué. À la base, on avait l'intention de faire un événement. On devait le faire en principe en septembre. On l'a ramené en décembre. On s'est dit, on doit lui rendre hommage. Et c'est vraiment l'élément qui m'a poussé à vouloir faire cet événement en hommage à mon mannequin et aussi pour mettre l'acteur de la mode précisément, le mannequin en action dans le social. Je vois que vraiment cette histoire de Joris t'a beaucoup touché et je veux aussi que tu lèves le voile sur un problème qui est celui de l'accès à l'information. Et justement en parlant de l'accès à l'information, Elvie, il y a aujourd'hui dans le monde du média, il y a des méthodes qui essaient d'être mises en place, en tout cas en Afrique, pour pouvoir justement intéresser les jeunes sur le VIH-Sida et sensibiliser les jeunes. Je pense que toi, tu as quelques réponses là-dessus. Oui, exactement. Je voulais savoir, Fred, est-ce que vous aimez le cinéma? Oui. D'accord. Parce que le programme que nous allons parler dans cette rubrique, il s'agit d'une série. C'est un concept de MTV. Une série dont le but est de sensibiliser sur la maladie. Ils ont lancé la réalisation au Nigeria en faisant 3 saisons. Et étant donné que le programme a pris de l'ampleur, les jeunes du Nigeria, vraiment, ça les a pleinement touchés. Ils ont reporté le même programme au niveau de l'Afrique du Sud, en faisant 2 autres saisons avec des jeunes. Et pour terminer ensuite en Côte d'Ivoire, en faisant plusieurs saisons sur le projet qui s'appelle MTV Shuga Baby. Drôle de nom. Moi, je vais m'atteler uniquement sur le MTV Shuga Baby, celui qui a été fait en Côte d'Ivoire, parce que c'est un programme que j'ai beaucoup aimé. Ils ont intégré dans la série des jeunes, artistes, musiciens, danseurs. Donc en fait, le script de la série parle des jeunes dans une école qui sont passionnés de musique, passionnés de la danse. Et dans le cadre des écoles, un peu la musique, la danse, on a bien vu que c'est un peu très proche de la mode et tout. Dans leur milieu, ils vont se retrouver face à des pratiques sexuelles, quelquefois déplacées, pour être invités à un concert. Voilà, il faut sortir avec tel ou X. Pour avoir de bonnes notes, il faut sortir avec tel professeur. Et c'est comme ça que dans cette école, le virus va se propager. Aussi, dans l'un des épisodes, un jeune qui était atteint du sida, mais lui par contre, ce n'était pas par une pratique sexuelle, c'était un accident médical qui a fait qu'il tombe malade et il avait honte en fait de pouvoir en parler à ses amis, mais c'était un très bon danseur. Et un de ses amis va se rendre compte que chaque fois avant de danser, il prenait des produits. Et lui, il se disait que c'était un excitant, c'était une drogue douce qu'il prenait pour être très performant. Et lui, il va donc prendre ces médicaments-là et aller à l'hôpital pour se renseigner qu'est-ce que c'était. Et c'est là qu'il va apprendre en fait que c'était des produits parce que son ami était séropositif. Et il va venir à l'école, il va donner la nouvelle, propager l'information à tout le monde en pleine sélection parce qu'il y avait un artiste qui est aussi connu en Côte d'Ivoire qui va venir, qui voulait sélectionner des danseurs. Et donc parmi la battle, c'est ce jeune-là qui va briller. Et lui va dire non, il ne faut pas le prendre, il a le sida. Et aussitôt qu'il va le dire, donc les autres, la même réaction, le rejet, tout ça. Vraiment, c'est une série, voilà la condamnation, c'est vraiment une série qui parle aux jeunes. Moi, je l'ai suivi, j'ai suivi les 3 saisons en une semaine, tellement que j'ai trouvé que la méthode qui a été utilisée était très accrocheuse. Et à chaque fin d'épisode, il y a une question qui a été lancée en fonction du sujet qui a été traité pour demander aux autres, est-ce que si vous avez déjà vécu cette situation, appelez le numéro vert. Et ça a eu plein de répondants. Ils ont fait des concerts autour de ça pour justement sensibiliser autour de la maladie et comment faire pour s'en prévenir, comment ça se transmet, ou avoir des préservatifs. En fait, toute cette campagne autour de l'information pour les jeunes de 15 à 24 ans. Il y a aussi sur comment faire pour se diagnostiquer. Parce que ça, je sais que ce n'est pas marqué sur le visage. Les gens, tu peux être là, tu marches et tout, tu peux ne pas savoir que tu l'as. Mais dans un environnement comme ça, où on t'a dit un tel là, et peut-être que toi, tu te dis, ah oui, j'ai eu une relation avec un tel, mais pour le savoir, il y en a qui se referment dans une bulle. Là, l'exemple de Joris, par exemple, Javis, pardon, comment est-ce qu'il a fait pour savoir
qu'il était malade? Est-ce que c'est parce qu'il y a des maladies opportunistes qui se sont révélées? Est-ce que tu sais? Oui, c'est justement ça en fait. Il a commencé à être malade, beaucoup malade. Il prenait des médicaments contre le palu et ça n'allait pas. Donc il va à l'hôpital, il fait des tests. Après, on s'est dit, bon, c'est le médecin qui a dit, essaie au moins de faire le test du VIH. Il l'a fait, il a eu le résultat, c'était positif. Donc c'est comme ça qu'il a pris. D'accord. Ça c'est intéressant. Moi je retiens en fait de tout ce qu'on est en train de se dire là, le sujet de la stigmatisation. Que notre défunt mannequin a été stigmatisé. Dans le film, on parle de stigmatisation. Et ça, c'est quand même important de dire que la stigmatisation, elle fait du mal à tout le monde. Que ce soit les personnes séronégatives, parce que du coup, si les séropos ne peuvent pas le dire, ils le cachent. Les séronégatifs sont tous exposés. Et bien c'est pareil pour les séropositifs, en fait, parce qu'au final, s'ils ne peuvent pas en parler, s'ils ont peur de se tester, ils ne peuvent pas prendre le traitement tôt. Aujourd'hui, Roselyne, tu pourras nous en parler. Il est capable de se traiter et d'arriver à avoir une vie quasi normale avec la maladie. Donc, en fait, le fait de ne pas lutter contre la stigmatisation, moi, je dis qu'il faut commencer à rendre inacceptable la stigmatisation parce qu'elle fait du mal à tous les échelles. C'est vrai que du point de vue du ministère de la Santé, il y a une prise en charge. Il y a une prise en charge et que ce soit à Pointe-au-Noir ou à Brazzaville, il y a une prise en charge et ça c'est quand même quelque chose qui se fait dans quasiment tous les pays du monde en fait. Il y a des hôpitaux qui sont organisés comme étant les hôpitaux qui distribuent les médicaments et ça en fait le problème c'est que les gens ne savent pas que le traitement est gratuit. Il y a aussi des gens qui pensent comme dans ce cas-là, dans VIS, que le traitement est gratuit en fait. Ils pensent qu'il faut le payer et voilà. Donc quand on imagine que quand on se dit qu'on l'a, que c'est encore considéré dans notre société comme étant la maladie de la honte, qu'il y a le rejet, la condamnation. Là, par exemple, les gens du quartier qui ne veulent pas t'approcher, à la boutique, tu peux même pas aller parce qu'on ne veut même plus te servir. Si déjà les gens ne sont pas informés sur comment on attrape ça, c'est un problème. Ne sont pas informés sur comment on fait pour se soigner. Ça, c'est un problème. Et effectivement, oui, il y a un gros problème d'accès à l'information. Alors que du point de vue du gouvernement, il y a quand même des choses qui sont faites. C'est vrai qu'il y a peut-être des efforts encore à faire au niveau des campagnes de sensibilisation. Parce que communiquer avec les jeunes, c'est quand même quelque chose de particulier. Quand on veut communiquer avec les adolescents et tout, la tranche d'âge, c'est 15-24 ans, 12 millions de personnes dans le monde. On ne sait pas combien de personnes il y a, particulièrement sur le territoire congolais. On n'a pas les chiffres. Mais ceci dit, on a conscience que le nombre de personnes touchées au niveau de la jeunesse augmente en fait au fil des années. Et donc là, il y a quand même comme une sonnette d'alarme pour se dire comment on fait pour sensibiliser en fait les jeunes. Moi, je me disais que peut-être qu'il y avait les réseaux sociaux à pouvoir utiliser en fait. Donc toi, comme tu es dans un milieu de jeunes, à ton avis, comment est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir parler aux jeunes? Alors justement, avant d'arriver à ce point, lorsque, avec mon équipe et moi, on est en train de parler de la campagne, à la base, on voulait prendre un professionnel de la santé. Parce que autant mieux prendre une personne qui a la connaissance là-dessus pour pouvoir sensibiliser. Après, on s'est rendu compte que les jeunes de la tranche d'âge, parce que de mon agence, c'est de 18 à 26, 27 ans, les jeunes ne sont pas réceptifs lorsque c'est trop sérieux, quoi, trop encadré. Voilà. Raison pour laquelle on met les acteurs de la mode eux-mêmes. Donc l'information, la sensibilisation, c'est par les jeunes, pour les jeunes. Et ça passe un peu plus facilement. C'est vrai. Donc raison pour laquelle avant la campagne, les mannequins vont être d'abord formés par des professionnels de santé parce qu'il faut maîtriser ce que vous allez communiquer aux autres. Ne pas être là juste s'informer sur le net et puis balancer ce qu'on a. Non. Ils vont être formés pendant au moins 2 semaines. Et ensuite, là, il y a des cibles précises, okay, et il y a des centres aussi précis. On fera des campagnes dans des écoles, dans les écoles là où certains mannequins fréquentent. Et ceux qui vont à l'université, c'est là-bas qu'ils vont battre campagne. Alors, sur les méthodes, on ne s'arrête pas que de bouche, direct, on va utiliser un outil internet que la plupart des jeunes utilisent, les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok. Donc on fera des petites vidéos vraiment sur des campagnes de sensibilisation, mais vraiment par les jeunes, pour les jeunes. Et ça c'est très bien parce qu'elle vit TikTok pour communiquer avec les jeunes dans ce genre de situation-là. Oui, c'est déjà aujourd'hui la cible des 15 à 24 ans.
et moi encore, on va aller jusqu'à 12 ans, 13 ans, utilisent le plus souvent TikTok. C'est le réseau des jeunes actuellement. Et aussi, il faudrait voir, comme on a dit, la manière de communiquer. Ce n'est pas une manière très formelle, mais c'est une manière à la fois fun, mais qui peut passer un message derrière où le jeune va se dire que ce message, il est pour moi. Donc, changer l'emballage, mettre un emballage plus jeune, plus fun, plus dynamique, pour pouvoir justement passer le message. Parce que si on ne passe pas bien le message, on loupe la cible et voilà, on va subir les retombées. Comment est-ce qu'on fait pour justement introduire ce sujet-là? On est sur un plateau où on parle de parentalité, parler de sexualité à son enfant. Excusez-moi, mais moi personnellement, à chaque fois je vous dis ici, j'ai du mal à me projeter sur la situation en fait, sur comment répondre à mon enfant. À chaque fois je dis je ne suis pas prête. Alors je sais qu'il y a beaucoup de parents qui sont comme moi, ne sont pas prêts forcément à aborder ce genre de sujet, alors que des fois c'est mieux d'avoir la réponse à la maison et de pouvoir expliquer les choses clairement à l'enfant, clairement avec les mots quand même, les bons mots appropriés, pour que l'enfant ait les valeurs qu'il faut et tout. Parce qu'à l'extérieur aussi on peut mal lui expliquer ça. Mais du coup comment on fait? Est-ce que toi tu t'es déjà retrouvé dans une situation où il fallait que tu parles justement, tu abordes ce sujet de la sexualité avec des personnes jeunes? Oui, ça m'est déjà arrivé. Et pour moi, je ne pense pas qu'il y ait de tranche d'âge à laquelle on doit se décider pour parler de ce genre de sujet. Pourquoi? Parce qu'il y a des parents qui peuvent en parler à leurs enfants qui sont vraiment très, très, très jeunes, d'autres à des adolescents. Moi, je pense que ce qu'il faut plus, il faut plus s'arrêter sur la communication. Beaucoup discuter avec les enfants, parce que si on attend que l'enfant atteigne un certain âge avant de communiquer, il ne faut pas oublier que le dernier vecteur d'éducation, c'est la rue. Donc, en attendant que l'enfant ait au moins 15 ans, la rue va l'éduquer. La rue va l'apprendre et il ne pourra pas arriver à un certain âge en parler aux parents. Donc, moi, je pense qu'il faut beaucoup plus maximiser sur la communication depuis le bas âge, et l'enfant sera un peu plus ouvert pour venir voir. Parce que je dis parce que non seulement je le vis avec mes nièces, mais aussi le mannequin. Il a pris le courage de venir vers moi et en parler. Pourquoi? Parce que je développe une certaine relation, une proximité avec mes mannequins au point où ils peuvent me raconter, aller même jusqu'à leur expérience sexuelle. Je parle vraiment bien avec eux, je suis très proche d'eux, et même avec mes nièces. Donc quand je parle, à force de parler, ils sont libres, enfin ils se sentent libres de m'en parler. Ah voilà, tonton, voilà ceci. Et je trouve des phrases en fonction de leur façon de parler. J'explique et tout, mais vraiment maximiser sur la communication, parce que s'il n'y a pas la communication, il va demander conseil dehors. Et généralement dehors, on ne sait pas comment ce que... Ça me fait penser à ma tante. Elle était assez crue, mais chaque fois qu'elle nous voyait, elle dit, je vais le dire en lingala, bah petit boana ba capote. Elle nous disait ça comme ça et elle nous en donnait. C'est vrai qu'on n'utilisait pas. C'était une façon pour elle de nous dire qu'il y a la maladie dehors, c'est dangereux. Moi, je pense qu'après un moment, les parents ne doivent pas vivre dans une bulle. Ah non, je vis dans une bulle avec mes enfants, sans effet, tout ce qui va aller. Non, il faudrait se dire que tout peut arriver. Alors, je donne tous les outils qu'il faut. On ne souhaite pas qu'ils puissent y tomber, mais on leur donne des outils. Après, ils sauront que si maman ou mon oncle ou un tel m'a parlé de ça, ça veut dire qu'il s'y connaît. Quand je me trouverai dans cette situation, naturellement, je vais venir vers la personne pour me dire « Ah, mais tu me parlais de capote là. Là, je suis dans telle situation, comment je fais ?» Donc, je pense que des fois, il faudrait juste crever l'abcès et puis voilà, aborder le sujet de manière comme ça, crue, et voir aussi, voilà. Donc, on aura bien compris que je ne communique pas sur ce sujet à un enfant de 5 ans, comme à un enfant de 13 ans, comme à un enfant de 18 ans. Ça, on revient encore sur cette histoire de communication et de relation de confiance à mettre en place entre un parent et son enfant. Là, Fred, on tend vers la fin de l'émission. Moi, j'aimerais bien te donner le mot de la fin, en fait, te laisser avoir le mot de la fin, pardon. Qu'est-ce que tu conseillerais à un parent ou à un adulte qui se trouverait face à un jeune qui voudrait devenir mannequin, afin de le sensibiliser face à cette pathologie, en fait? Alors, face à un enfant qui veut se lancer dans le milieu de la mode, précisément dans le mannequinat, il est d'abord important et primordial qu'il soit en bonne santé. Et la bonne santé n'est pas liée au fait l'absence de maladie ou d'infirmité. Être en bonne santé, c'est
vraiment être bien tant physiquement que mentalement. Et physiquement, un mannequin, avant de se lancer, on sait que c'est un milieu qui exige une rigueur permanente, donc il doit veiller sur son hygiène de vie, éviter les drogues, les toxiques et aussi veiller sur sa vie sexuelle, parce que lorsqu'on est atteint de certaines maladies, on ne peut pas vraiment progresser dans ce milieu. Donc le mannequin qui aspire à devenir professionnel doit vraiment avoir une hygiène de vie irréprochable. Merci. C'est sur ces mots de la fin qu'on termine notre émission Côté A. On vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook, la radio. On espère que vous avez appris autant que nous. D'ici là, on vous donne rendez-vous à notre prochaine émission en vous disant au revoir.